C'est une époque, cette haute époque précisément, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que c'est les situationnistes, c'est Guy Debord dont il est question, et vous vous livrez, à partir d'une rencontre que vous allez nous raconter, à un véritable jeu de pistes. Vous traquez Guy Debord, c'est une traversée aussi, le mot est employé dans le livre. Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai procédé avec les moyens du bord, avec ce que j'avais sous la main. Je suis libraire de livres anciens, donc mon approche de Debord a d'abord été documentaire. J'ai commencé par les éléments que j'ai trouvés, des coupures de presse, des tracts édités par International Situationniste, et à partir de tout ça, j'ai vu se dégager une figure mythologique. Hein. Et en poursuivant cette enquête, j'ai cherché à voir comment précisément le mythe de Debord pouvait s'incarner dans la réalité. Il le fait évidemment à travers mon narrateur. C'est un mécanisme d'identification littéraire. À partir du moment où mon personnage découvre ce personnage qui est Guy Debord, sa façon de vivre, il s'en imprègne, sa lecture déclenche quelque chose, une véritable métamorphose de son existence. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, voir comment au fond la littérature a encore une part active sur nos existences. Des gens qui ont vraiment lu Debord, j'en connais très peu. Je connais surtout des gens qui ont été sensibles et marqués par le mythe de Debord, qui, pour des gens de mon âge, est effectivement le mythe de notre jeunesse. Oui, c'est un mythe fondateur. Oui, bien sûr. Oui. Bon, mais alors, toute la légende autour de Debord, le sexe, la drogue, la subversion mélancolique, dites-vous, tout ça, vous en avez trouvé des traces finalement dans... Oui, bien sûr, il y a chez Debord un sens évident de la grandeur. C'est quelqu'un qui considère l'existence humaine dans des perspectives qui dépassent largement celles qu'on a l'habitude de s'appliquer au quotidien. Et il émane effectivement de la lecture de Debord un sentiment de la grandeur de l'existence humaine qui est la base de ce mythe en fait. Votre narrateur achète une boutique, une échoppe rue du Montparnasse, et il est dedans, mais quand il est dedans, parce qu'il n'est pas toujours dedans, il ferme le rideau. Voilà, pourquoi mon narrateur qui est quand même quelqu'un qui a un peu du mal avec les horaires et ce genre de choses. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Un jour décide d'ouvrir une boutique néanmoins, et comme il est très phobique et que les vitrines sont très spacieuses, le premier jour il est très mal à l'aise, alors il commence à picoler en se cachant derrière son ordinateur portable. Et le deuxième jour il décide de ne pas ouvrir les rideaux, mais il est néanmoins dérangé par toutes sortes de curieux, des libraires, etc. Et donc le troisième jour et pour tous les jours suivants, il décide de jamais être là aux heures qu'il a affichées sur le devant. On n'a pas parlé de Nestor. Oui, Nestor, c'est le chat. Le chat qui a le même phrasé que Debord. Voilà, effectivement, il y a 2 chapitres qui sont le récit du suicide de Debord. Un suicide horrible, hein, il faut le dire. Suicide. Enfin. Ouais, mais je dirais pas ça, c'est un suicide d'empereur romain. Enfin, oui. Et ce suicide est raconté sur 2 chapitres sans qu'on le sache tout à fait au moment où ça se raconte par le chat de Guy Debord qui s'appelle Nestor à cause du célèbre anarchiste ukrainien Makhno. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup Jean-Yves Lacroix. Ça s'appelle Haute Époque et je vous assure que vous allez bien vous amuser à lire ce livre.